Donc c'est parti. Donc bienvenue pour ce webinaire organisé par le réseau Compost Citoyen Grand Ouest, donc Bretagne Pays de la Loire, pour présenter les actions, les activités du réseau de l'assainissement écologique, avec aussi un témoignage d'un membre du réseau qui est aussi membre du RCCGO. Donc Caroline Lefebvre, qui est coordinatrice animatrice au RAE, et Nicolas Audigan, qui est à La Belle Verte à Angers, qui va nous parler du projet Pipinière. Et voilà, donc moi je me présente, je suis Gaëlle Leroux. Je pense que tu peux passer, Marion, ouais, nickel. Je suis Gaëlle Leroux, donc je suis salariée du réseau Compost Citoyen Grand Ouest en charge de l'animation pour la Bretagne. Donc on est 4 salariés. Je vais peut-être laisser Marion se présenter, une des autres salariées. Oui, donc moi je suis Marion Sarrazin, je suis en charge de la communication et de l'événementiel et moi je suis basée à Rennes et j'ai pris mon poste il y a peu de temps. Voilà. Voilà, donc les actions un peu du réseau. On est justement 4 salariés depuis pas longtemps. On a recruté, donc on est ravis. Il y a aussi Benjamin qui nous a rejoint. Charlotte qui nous a quittés, Margot qui a repris son poste. Voilà, il y a pas mal d'actu en ressources humaines. Et donc un petit rappel, le réseau Compost Citoyen Grand Ouest, voilà, on fait partie du grand réseau du RCC national. Et voilà, on a une centaine d'adhérents dans nos deux régions. Et là, c'est la slide d'après, s'il te plaît. On est dans une dynamique cette année, parmi plein d'autres actions évidemment, de mise en avant et de présentation des autres réseaux amis et partenaires que vous voyez là à l'écran. Parce qu'en fait, on travaille sur la matière organique, nous en particulier le compostage de proximité, mais on a plein de réseaux amis avec qui on a plein d'actions et enfin, d'activités aussi en commun. Et donc le but cette année, c'était de présenter un peu tout le monde, qu'on apprenne à se connaître. Donc il y a déjà eu un webinaire avec le Régal, donc pour l'évitement du gaspillage alimentaire. Cycle organique, la collecte en mobilité douce, c'était il n'y a pas si longtemps. Compost in situ, c'était en juin. Le RAE aujourd'hui et la FOP, ce sera en janvier, a priori. Donc voilà, c'est un peu le cycle du moment. Donc on est ravis d'accueillir le RAE pour ce webinaire. Et voilà, bah, je te laisse la parole, Caroline. Super. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Et du coup, ouais, je vais rapidement vous présenter le RAE et ses activités. Donc, nous, on est un réseau national. On n'a pas de déclinaison à l'échelle locale. On est environ 130 membres. Sur la slide d'après, ouais, il y a la carte avec tous les membres. Donc, plutôt répartis sur le territoire hexagonal, un peu dans les DROM. Et on a aussi quelques membres dans les pays limitrophes, notamment l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Parce qu'à l'origine, on est un peu le premier réseau qui s'est structuré à l'échelle nationale. Et par la suite, il y a eu des réseaux qui se sont créés, notamment en Allemagne et en Suisse, mais on a gardé les membres un peu historiques. Donc sur ces 130 adhérents, il y a des statuts très différents. Il y a à la fois des particuliers usagers de toilettes sèches, comme c'est un peu le cas au RCC, où il y a aussi des particuliers adhérents. Mais on a surtout des associations qui travaillent sur la sensibilisation à l'environnement, à l'assainissement écologique. On a des chercheurs, des chercheuses avec notamment un pôle de recherche à l'École nationale des ponts et chaussées, le programme de recherche au CAPI. Quelques collectivités et SPANC. Donc les SPANC, c'est les services publics d'assainissement non collectif. C'est les personnes en charge de contrôler en fait les systèmes d'assainissement autonomes pour les personnes qui sont pas raccordées au tout à l'égout. Et du coup, à l'origine du réseau, c'était surtout des loueurs de toilettes sèches en événementiel qui ont un peu voilà, donné lieu aux premières rencontres. Après, on a aussi des constructeurs, des installateurs de toilettes sèches et des bureaux d'études, essentiellement en assainissement non collectif aussi. Donc, pareil, pour toutes les personnes qui sont trop éloignées du réseau du tout à l'égout. Et donc, l'objectif de cet asso, qui est une asso loi 1901, c'est de défendre l'intérêt général en matière d'assainissement. Et donc, pour le petit historique, les premières rencontres ont eu lieu en 2006. Et quelques années plus tard, il y a eu la volonté de s'organiser en association qui a abouti du coup avec le dépôt des statuts en 2011.
Et l'association a fonctionné de manière bénévole pendant une grosse dizaine d'années. Et en 2023, il y a eu le premier financement pour financer un poste de salarié à la coordination. Et c'est à ce moment-là où je suis arrivée. Et depuis, on est deux. Donc, c'est un réseau national avec 2 salariés. Euh, un peu les mantras, enfin, pour ceux qui se demandent c'est quoi l'assainissement écologique, un peu les deux grandes idées à retenir, c'est dans un premier temps de sortir nos excréments, nos excrétas du cycle de l'eau. Donc aujourd'hui, la gestion très majoritaire de nos excrétas, c'est par les toilettes à eau et le tout à l'égout. Et quand bien même les personnes ne sont pas raccordées au tout à l'égout, c'est quand même par la toilette à eau et un assainissement individuel qui fonctionne avec de l'eau, donc une fosse septique, des microstations, etc. Et donc nous, ce qu'on défend, c'est que cette gestion-là, elle n'est pas viable et pas durable pour plusieurs raisons. La première, c'est la consommation d'eau et le fait de polluer cette eau à quand même très grande échelle parce que ça représente quand même des millions de mètres cubes d'eau, cette histoire, qui sont ensuite envoyés en station d'épuration pour être traités, mais qui n'est pas un traitement parfait, puisque ça a quand même des incidences sur les milieux aquatiques, avec notamment l'eutrophisation, les rejets d'azote, etc. Et du coup, notre deuxième mantra, ça va être de ramener les nutriments au sol ou recréer le lien entre nos matières et notre alimentation, à savoir qu'aujourd'hui, pour résumer, on est dans un système très linéaire qui produit d'un côté des engrais azotés qu'on met dans les champs pour nourrir la plante et que nous, une fois qu'on mange ces plantes, on récupère ces nutriments, qu'on les excrète et qu'on les détruit en station d'épuration. Donc aujourd'hui, il y a un peu une aberration du système où on détruit d'un côté ce qu'on a produit d'un autre, ce qu'on a produit au début de la chaîne, quoi. Et du coup, ça entraîne évidemment des doubles consommations d'énergie, des pollutions, la production de gaz à effet de serre. Et c'est un peu l'objectif de l'assainissement écologique, c'est de reboucler ce cycle et du coup de remettre les nutriments dans les champs. Donc il y a plein de solutions qui existent, à la fois au niveau des toilettes qu'au niveau de la valorisation. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir composter les matières ou les valoriser, par exemple avec les toilettes séparatives où on peut récupérer les urines qui contiennent la grande majorité de l'azote et pour les valoriser le plus facilement. Voilà, du coup, les objectifs de l'ASSO, ça va être à la fois d'être un lieu un peu de partage de tous les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, c'est un lieu d'échange où les membres peuvent se soutenir entre eux, diffuser de la connaissance, aussi se mettre en commun pour produire des connaissances. Et c'est aussi, à l'échelle nationale, un acteur qui commence à être identifié pour faire du plaidoyer auprès des institutions et aussi de la mise en commun de ressources pour faire de la sensibilisation du grand public, des professionnels, etc. Du coup, pour ça, le RAE il se divise en plein de sous-groupes de travail. Donc, les membres, de manière bénévole, décident d'investir quelques heures de leur temps pour faire avancer plusieurs projets. Mais avant de vous les détailler, voilà, une petite actualité du réseau, c'est que du coup, l'année prochaine, on sera en 2026, donc ce sera les 20 ans, on fêtera les 20 ans des premières rencontres du RAE. Et pour ça, on a décidé d'organiser un festival qui aura lieu à Ramonville le week-end du 8 mai et qui sera un peu l'occasion de donner à voir au grand public, aux professionnels de l'assainissement, les projets qui sont portés par les membres et ce que c'est l'assainissement écologique aujourd'hui, quels sont les projets portés concrètement. Et du coup, bah, déjà, vous êtes tous les bienvenus. Et ce sera aussi l'occasion de donner la parole aux associations partenaires, parce qu'on fera une journée un peu village asso, table ronde et tout ça, où le RCC sera présent, au moins le RCC national, quoi. Sur le détail un peu des groupes de travail, je peux vous parler rapidement de la commission agriculture, qui est du coup, je pense Marion, tu peux passer la slide d'après, qui est du coup un groupe de travail qui a pour objectif de faire le lien avec le monde agricole et qui travaille notamment avec la FNAB, donc la Fédération nationale d'agriculture biologique,
Donc la FNAB, elle a notamment fait passer un questionnaire auprès de ses membres sur leur acceptabilité de l'utilisation de ces matières en agriculture biologique, qui a donné lieu à un compte-rendu. Donc c'est le webinaire que j'ai mis là sur la slide, où globalement les retours sont plutôt très positifs. Et actuellement, la commission agriculture, elle est aussi à l'origine de porter un projet de stagiaire au sein du RAE qui travaillerait justement à collecter un peu tous ces retours d'expérience d'agriculteurs qui travaillent avec ces matières de compost de toilettes sèches pour voir un peu, faire un peu un état des lieux de ce qu'il existe comme différentes pratiques. Et ça permettrait ensuite de diffuser plus largement. Oui, on peut passer au slide d'après. Du coup, un autre groupe de travail, c'est la commission Révolution culturelle. Elle a plutôt pour objectif de créer des nouveaux récits sur ces sujets-là qui sont très tabous et de produire un peu des outils de sensibilisation. Donc là, j'ai mis en exemple un peu un travail, son travail principal de l'année dernière qui était la création de ces affiches avec un graphiste qui s'appelle Benoît Bonnefrit. Et du coup, c'est 9 affiches de sensibilisation qui ont un peu pour objectif d'interpeller le grand public avec un slogan un peu tape à l'œil. Et derrière, il y a des explications, un texte de sensibilisation qui a été rédigé par la commission, à chaque fois en fonction du sujet qui est ciblé. Voilà, ces affiches sont en vente sur le site du RAE, n'hésitez pas. Euh, un autre groupe de travail, c'est la commission précarité sanitaire. Donc là, c'est un peu plus éloigné des sujets du RCC, mais en quelques mots, c'est un groupe de travail qui vise à travailler sur l'accès à tous et à toutes à l'assainissement, et donc qui porte aujourd'hui un travail en commun avec l'ONG Coalition Eau dans le cadre de la révision de la directive européenne sur les eaux urbaines résiduaires, qui mentionne le fait que les collectivités vont devoir garantir à tous un accès à l'assainissement et notamment pour les populations vulnérables et marginalisées. Donc le RAE va produire un guide à destination de ces collectivités pour réussir à identifier les publics. Donc on parle là des bidonvilles, des camps de migrants, des squats, etc. Et ensuite proposer des situations, des solutions adéquates. Donc c'est parfois le cas, comme c'est parfois le cas avec les toilettes sèches. Et ça, on le fait parce qu'on a beaucoup aussi on a dans le réseau des adhérents comme Solidarité Internationale, la Croix-Rouge, qui travaillent précisément sur ces problématiques. Donc voilà, c'est un peu éloigné du RCC, mais ça fait aussi partie de nos missions. La commission réglementation, c'est celle qui est en charge de faire rentrer dans les textes réglementaires les solutions d'assainissement écologique. Donc c'est elle qui est à l'origine de l'arrêté de 2009 qui permet l'installation de toilettes sèches pour les particuliers en assainissement collectif et qui porte aujourd'hui une mesure complémentaire, à savoir la réglementation du filtre à broyat de bois, donc qui est là une solution pour le traitement des eaux ménagères seules, donc en fait pour tous les particuliers qui sont équipés en toilettes sèches, pour qu'ils aient un peu la filière complète. Et ben c'est cette solution de filtre à broyat de bois qui est du coup le traitement des eaux de cuisine, de salle de bain qui vont être très peu chargées en polluants. Aujourd'hui, il y a une sorte de vide réglementaire, il n'y a aucun système réglementé agréé qui permet le traitement de ces eaux seules. Et du coup, on est passé par un dispositif France Expérimentation pour faire rentrer cette solution dans la réglementation. Et c'est en cours, on est sur une expérimentation qui dure 5 ans. Donc, c'est en partenariat avec l'INRAE et les ministères de la Transition écologique et de la Santé. Et donc, on espère que d'ici 2028, ce soit reconnu comme une solution réglementaire. Et deux dernières commissions très rapidement, la commission plaidoyer qui, elle, vise à faire des actions, des campagnes de plaidoyer avec d'autres associations qui ont des sujets enjeux communs pour faire parler des sujets. Et donc là, récemment, avec les Amis de la Terre, on a apporté une proposition politique de faire financer le déploiement des filières de valorisation par une taxe sur les distributeurs d'engrais azotés.
Et donc, c'est ce qu'on a porté avec les Amis de la Terre, malheureusement, avec le contexte politique et le vote de la loi de finances. Enfin, ce sera pas mis à l'ordre du jour, malheureusement, mais on avait essayé et je pense que ce sera peut-être réutilisé plus tard. En tout cas, on avait fait ce travail pour essayer de faire monter nos sujets à l'agenda politique. Et pour terminer, donc la Commission internationale qui vise à rassembler justement ces réseaux dont je parlais au tout début, qui se sont créés à la suite du RAE, donc Valou en Suisse, Netsan en Allemagne. Et donc l'idée, et puis en Belgique, il y a aussi des acteurs, en Espagne aussi, ils n'ont pas encore le format de réseau, mais l'idée, c'est d'avoir un endroit où rassembler tous ces acteurs un peu à l'échelle européenne pour pouvoir faciliter la traduction de documents techniques entre les réseaux, faire aussi des actions de plaidoyer plutôt à l'échelle européenne. Et la Commission organise aussi tous les 2 ans une rencontre à l'échelle européenne qui aura lieu là dans 2 semaines en France, à côté de Paris, pour échanger sur les projets qui ont lieu un peu partout en Europe. Et voilà, donc cette année, c'est notamment le RAE qui porte beaucoup l'organisation de ce congrès. Et pour conclure, je vous ai quand même mis une petite carte des acteurs du RAE qui sont sur le territoire Grand Ouest. Parce que du coup, historiquement, le RCC, c'est le premier partenaire du RAE parce qu'on a quand même des activités très proches et beaucoup de membres en commun. Et du coup, Grand Ouest, on en a, je crois, enfin, j'ai mis en exemple La Belle Verte, Terrao, Composto et Rennes du Compost. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais plus si c'est exhaustif, mais voilà, on a quand même des intérêts communs et des membres communs. Et je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci Caroline. On fera peut-être les questions à la fin, on enchaîne sur Nicolas et on fait toutes les questions réponses à la fin si ça vous va. Ça marche, très bien. Je suis sûr qu'il y aura des questions. Eh bien, c'est mon tour. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Nicolas. Je travaille à l'entreprise angevine qui s'appelle La Belle Verte. Le nom de l'entreprise est issu du nom du film La Belle Verte de Colin Serrault, sorti en 1996, que je vous invite à revoir. Vous verrez Vincent Lindon sans ses poches sous les yeux. Vous verrez Marion Cotillard toute jeune. Et vous aurez un shoot de bonheur. Et par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Alors moi, je suis ici pour vous parler. On est adhérents donc, des deux réseaux, comme l'ont dit Gaëlle et Caroline, et merci à toutes les deux. La Belle Verte, on est membre fondateur du réseau Compost Citoyen au niveau national, on est membre fondateur du réseau Compost Citoyen Grand Ouest, et on n'est pas membre fondateur, mais on a participé aux échanges pour la création du RAE. Mais vous allez le voir, petit à petit, on est sorti du RAE pour y revenir il y a un peu moins de 2 ans. Pour y venir à la faveur de notre projet qui s'appelle La Pipinière, donc un projet qu'on a lancé il y a 2 ans, qui vise à collecter l'urine humaine pour la valoriser par un retour au sol en agriculture. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, La Belle Verte, c'est une vieille entreprise dans notre domaine. On existe depuis 2008 et on s'est structuré au démarrage sur différentes activités autour d'entreprendre sans faire mal aux vivants, d'entreprendre en respectant la planète. Donc, on faisait de la location-vente de toilettes sèche, c'est pour ça qu'on a participé aux travaux du RAE, de l'éco-construction, de la phytoépuration et du jardinage. En fait, Éric Sabot, un des membres fondateurs, a écrit un livre en 2004, La gestion par compostage des toilettes sèches, qui est un livre de référence pour Fabien Esculier, donc, qui est le membre fondateur du laboratoire de recherche Okapi, qu'a pu vous citer Caroline, et j'y reviendrai à Fabien un petit peu après. Et au fur et à mesure de nos activités, à l'heure actuelle, maintenant, on en a deux, au fur et à mesure de nos pérégrinations. On a été lauréat de plusieurs marchés publics sur le compostage de proximité des biodéchets. Donc, on s'est focalisé là-dessus entre 2016 et 2021, ce qui fait qu'on a arrêté de vendre des toilettes sèches et on a un co-gérant qui est rentré au sein de la Belle Verte à ce moment-là, début 2020, Sylvain Réau de Toilette Co, qui est membre également du RAE. Et donc, maintenant, on a deux activités, le compostage des biodéchets et la collecte de l'urine humaine. Et si on peut passer à la slide suivante, où je vous fais une petite carte d'identité de l'entreprise.
on se déplace depuis 5 ans à vélo, on n'est plus à 85 000 km parcourus à vélo, mais maintenant on a passé la barrière des 100 000 km à la faveur de nos 12 vélos à assistance électrique et de nos 5 remorques qui nous permettent de nous déplacer sur des sites de compostage pour faire du compost par, pour et avec les habitants. Et puis on fait de la formation, de la sensibilisation. Voilà, vous avez quelques données chiffrées sur le fait qu'on est membre on est présent sur 2 marchés publics, Angélan Métropole et Mauges Communauté, dans le 49, et qu'on est membre de différents réseaux. Donc, vous en connaissez plusieurs, mais les 3 derniers en bas à droite sont vraiment très locaux. L'ADEC, c'est l'économie circulaire. L'IRESA, c'est l'économie sociale et solidaire en Anjou. Et Produits en Anjou, c'est les concurrents de Produits en Bretagne, quelque part, les confrères plutôt de Produits en Bretagne. On peut passer à la slide suivante parce que je vais tout de suite vous solliciter en vous posant quelques petites questions que j'ai l'habitude de poser sur le sujet. Alors, la première question, c'est vous êtes une famille de 4 personnes. Quel est le pourcentage, selon vous, d'utilisation d'eau potable juste pour votre chasse d'eau? Est-ce que c'est 5% de la facture d'eau potable qui est utilisée pour la chasse d'eau, 10%, 20%, 40%? C'est facile, là, je pense, de faire un petit quiz comme ça en visio, mais c'est pas grave. Moi, on va tout de suite vous dévoiler les réponses. Comme ça, en plus, on gagne du temps et moi, je peux dire toujours plus de choses sur notre projet. Ouais, c'est 20%. Pour une entreprise qui n'utilise pas l'eau potable pour produire, mais juste pour l'aisance de ses collaborateurs, ça monte jusqu'à 80% la facture d'eau potable. Donc, tout l'intérêt et voilà, tout ça pour vous montrer l'enjeu qu'il y a à réduire notre consommation en eau potable. Question suivante, c'est finalement, il y a un institut de recherche à Stockholm qui a essayé de quantifier les émissions de gaz à effet de serre en fonction de telle ou telle activité humaine. Et selon vous, quel est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre pour la gestion, pour la fabrication, gestion de nos matières, nos eaux usées, qu'elles soient grises, noires ou comme a pu le citer Caroline. Est-ce que c'est 0,5% de ces émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale? Donc, ça comprend la fabrication des stations d'épuration, tous les réseaux d'assainissement collectif, vulgairement appelé à l'assainissement, le tout à l'égout. Est-ce que c'est 1,3%, 2,1% ou 3%? Moi, je pense que c'est 3. Oh non. C'est entre guillemets que 1,3%, c'est quand même énorme, parce que si on le met en comparaison avec d'autres filières professionnelles, il y en a une sur laquelle on tape beaucoup, qui fait 1,6% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais parce que on tape de beaucoup dessus, parce que c'est un moyen de transport qui est beaucoup utilisé par les personnes les plus riches dans ce monde. C'est l'aviation qui fait 1,6% des émissions de gaz à effet de serre. Mais tout ça pour vous dire que ces silences radio sur les questions d'assainissement collectif. Pourquoi? Parce qu'on a construit tout un imaginaire de la salubrité des villes avec l'assainissement collectif, le fait qu'on appuie sur un bouton pour faire disparaître nos excrétas. C'est un peu la même chose si je fais le parallèle avec le réseau compost citoyen et les biodéchets. Vous payez une redevance, vous mettez vos ordures ménagères dans une poubelle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis on vous apprend à oublier ces déchets-là. Eh bien, avec le RCC ou avec le RAE, on vous apprend à rouvrir vos poubelles d'un côté et à regarder ce que vous mettez dans vos toilettes de l'autre. On va passer à la question suivante. Qu'est-ce que peuvent avoir en commun sur le sujet qui nous concerne seulement la Russie, la Chine, l'Égypte, le Qatar ou l'Arabie Saoudite? Eh bien, c'est les principaux pays producteurs d'engrais minéraux ou chimiques azotés qui sont vendus notamment à la France. À cette échelle, la France est perdante à 2 niveaux. Premier niveau, c'est qu'on importe depuis la Russie ou depuis les États-Unis du gaz liquéfié pour se chauffer. Mais deuxième niveau, c'est qu'on importe aussi ce gaz-là, on importe des engrais chimiques azotés pour produire une partie de nos besoins en engrais sur le territoire. Donc, on importe du gaz pour se chauffer, on importe du gaz pour transformer l'azote dans l'air pour produire des engrais sur notre territoire. Il y avait 5 usines en 2000 qui produisaient ces engrais chimiques sur notre territoire. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Pourquoi? Parce qu'en 2001, le 11 ou 12 septembre, à côté de Toulouse, il y a eu AZF qui a explosé. Et AZF, c'est pour AZ pour azote, F pour France.
Donc, il y a encore 4 usines qui font cette transformation. Ça représente à peu près un tiers de nos besoins de matières chimiques pour notre agriculture. Des besoins annuels sont produits directement sur le sol français. Les 2 autres tiers, c'est tout ce que nous importe, notamment la Russie, ces pays-là, et qui nous rendent dépendants et qui nous font perdre petit à petit notre souveraineté sur ces aspects-là. À savoir que, petite donnée chiffrée supplémentaire, si vous en manquez, c'est que l'année dernière, la France a acheté 735 000 tonnes d'engrais chimiques azotés à la Russie. Chaque achat finançait directement pour 10% l'effort de guerre russe en Ukraine. Donc, notre agriculture est complice finalement du conflit russo-ukrainien. Et on passe à la dernière question. Qu'est-ce que le NPK? Est-ce que c'est un groupe de K-pop? Est-ce que c'est un cocktail, un parti politique ou une formule classique de fertilisant? Eh bien, il y a 2 réponses possibles. Mais la première, la plus connue, c'est forcément la formule classique des fertilisants. Mais c'est également au Kenya un parti, c'est le National Party of Kenya. Voilà, pour votre gouvernement. Et maintenant, on va passer donc à comment nous, en Anjou, on expérimente le sujet de la collecte et valorisation de l'urine en agriculture. Ici, je vous ai remis visuellement les principales personnes qui se sont re-rencontrées ou recroisées à la faveur de la pépinière. Donc, vous avez Éric Sabot pour la Belle Verte, donc un membre fondateur, qui, comme je vous le disais, a écrit un super bouquin que je vous incite à consulter. Sylvain Réau de Toilette & Co, qui est gérant Toilette & Co avec sa conjointe Agathe. Et puis Fabien Escolier, donc directeur du programme de recherche-action au CAPI à l'École nationale des ponts et chaussées. Et il se trouve que Fabien, depuis 3 ou 4 ans, maintenant mon discours doit évoluer, je pense 4 ans, est venu s'installer avec sa famille en Anjou. Et donc, il a mis des toilettes à séparation chez lui. Il s'est posé la question, maintenant que je collecte mes urines, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, il s'est rapproché de la Belle Verte qu'il connaissait depuis quelques années. Et puis, un autre expert de la filière qui est Renaud Delouze. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller consulter son profil LinkedIn et également sa chaîne YouTube, où en gros, Renaud, il fertilise tout avec de l'urine, que ce soit sa pépinière ou également son potager. Et pour l'aspect potager, il a rendu visible et désirable l'usage de l'urine humaine sur nos cultures vivrières. Et il a tout mis ça dans un livre, L'urine de l'or liquide au jardin, et il a fait de nouveaux tests supplémentaires. Et c'est la petite pochette que vous voyez, c'est la version enrichie. Donc, on s'est lancé sur le projet de la pépinière à la faveur d'une re-rencontre d'acteurs qui voulaient mettre en place quelque chose. Et également, à la faveur, tu y étais, tu peux rester sur cette slide-là, c'est parfait, d'une problématique qui est venue, elle nous est un peu tombée dessus, finalement, en France, en 2022, avec une énorme canicule et une très forte sécheresse de nos cours d'eau. Ça, c'est des photos du fleuve Royal dans les environs d'Angers, qui ont été prises au mois de mai. Donc, vous pouvez être sûr qu'en juillet ou fin août, il y avait presque plus d'eau. Nantes était à quelques jours, 2 ou 3, de ne plus avoir d'eau potable pour ses habitants. Il y avait des communes dans le territoire où il y avait un ravitaillement fait avec des bouteilles d'eau. Donc ça, c'est un message supplémentaire qui nous a fait dire qu'il fallait que l'on se penche concrètement sur notre rapport à l'eau potable, et notamment nos rapports à l'eau potable dans les toilettes, parce que vous aviez la data de 20% de la facture d'eau, mais chaque personne consomme en moyenne 36 litres d'eau potable par jour pour juste évacuer son pipi, ses pipis et son ou ses caca. Voilà, ça reste 36 litres. Donc voilà, on s'est dit avec ça, il faut qu'on lance quelque chose. Et donc, on a apporté un projet qui a été lauréat de l'appel à projet économie circulaire de la région Pays de la Loire. Le RCC Go était lauréat de cet appel à projet quelques années auparavant. Et nous, ça nous a permis de réaliser une étude de marché dans un premier temps, voir s'il y avait un intérêt à faire ça. Et puis, pour voir s'il y a un intérêt, se poser toutes les bonnes questions, on a pu expérimenter avec l'achat de matériel qu'on a pu installer et pour mieux monter en compétence sur le choix de matériel, sur comment on peut bien le préconiser. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit par par l'étude de marché où on a essayé de quantifier les gisements. Donc, on a 1,2 million de litres d'urine qui est produite par jour en Anjou. Sur le territoire d'Angers, on a des bâtiments, les écoles, les stades, les centres de formation, les centres de loisirs, 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 les
des collèges, des piscines, qui sont des lieux où on peut faire assez facilement de la séparation. Mais voilà, on a essayé en plus d'essayer de quantifier sur 3 sites un peu emblématiques du territoire quel gisement ça pouvait représenter. Donc il y a le stade Raymond Kopa où joue le club de foot qui est en Ligue 1, le SCO d'Angers, qui permettrait de capter 20 mètres cubes. Le théâtre du Quai, c'est un théâtre national qui permettrait de capter 50 mètres cubes. Et puis il y a Terra Botanica, le parc du végétal, qui permettrait, donc un parc d'attractions, hein, qui permettrait de capter 300 mètres cubes. Et dans ce parc, on a installé 2 urinoirs secs où on collecte de l'urine. Et en fait, cette urine-là, on ne va pas la faire voyager, on la valorise directement avec les jardiniers sur les végétaux du parc. Et donc, on a fait cette étude de marché, on a essayé de se rendre compte un petit peu de comment on voulait mettre en place la filière, et nous, on l'a théorisé avec ces 4 grands spots. Où est-ce qu'on produit, comment on collecte, pourquoi on la stocke, et ensuite comment on la valorise. Et on peut passer à la slide suivante. Très concrètement, ça s'est formalisé par l'installation dans l'espace de coworking où nous avons nos bureaux sur Angers, proche de la gare. Donc, si vous voulez venir visiter, prenez rendez-vous et venez visiter nos toilettes. Venez faire un don à l'agriculture. Toujours est-il qu'on est passé de 2 toilettes à eau à 3 toilettes à séparation, 2 toilettes assises, comme vous avez là une photo, où en fait, la nouveauté pour la jante masculine, c'est de devoir s'asseoir pour que le jet aille vers l'avant, comme pour la jante féminine. On collecte juste les urines, les matières fécales continuent à aller à l'assainissement. Et puis on a installé, mais ce n'est pas en photo, un urinoir sec. Ça permet d'économiser 50 000 litres d'eau que l'on évite de polluer dorénavant dans nos locaux. 50 000 litres d'eau, à peu près, ça fait 50 mètres cubes, ça fait, et un mètre cube à Angers, c'est un peu moins de 4 euros. Donc, ce n'est pas des énormes économies, mais quand même, ça permet de payer un petit apéro en fin d'année ou de mettre ça sur le comité d'entreprise, ou que sais-je, pour les entreprises. Et ce lieu devient un lieu de démonstration. On a fait venir des députés, des sénateurs. Fabien a rencontré différents sénateurs, notamment avec notre entremise. Et puis de maîtriser du matériel, parce qu'on a 3 toilettes différentes, de 3 marques différentes, des pompes de relevage de marques différentes. Et donc, on peut accompagner des architectes, on peut accompagner des entreprises dans l'entretien, dans la gestion quotidienne de ces toilettes-là. Et puis, on peut réfléchir à des solutions clés en main pour les entreprises. Et si on passe à la slide suivante, là, on fait la séparation et maintenant, on collecte. Et donc, dans la photo que vous avez à droite, vous avez nos cuves de stockage qui sont à hauteur pour nous permettre de ne pas perdre trop d'espace au sol parce qu'on a beaucoup de vélos à stationner. Et puis également, on a des pompes de relevage qui permettent d'avoir un peu de capitaliser de l'information sur le sujet. Et puis, on a Sylvain Réau de Toilette & Co qui a une expertise logistique de toilettes, mais on s'appuie également sur des acteurs du territoire qui sont des experts de la logistique pour justement réduire les coûts potentiels liés à cette collecte. Et notre réflexion, c'est plutôt nous, on gagne de l'argent en faisant de l'accompagnement au changement à les entreprises, en mettant en place des toilettes à séparation. Et les entreprises, les professionnels du monde agricole, on les incite plutôt à financer la collecte entre le lieu de production et leur lieu de valorisation chez eux. Ça leur coûtera toujours moins cher que de faire venir des engrais chimiques de l'autre bout du monde. Et on est passé à cette phase de stockage-valorisation, comme vous avez pu voir sur les slides d'avant. Là, on est avant, donc ne reviens pas en arrière. Merci en tout cas de ta réactivité. En fait, cette phase de stockage et cette phase de valorisation, on les a globalisés parce que le professionnel du monde agricole, ils ont souvent de l'espace de stockage chez eux. Donc, on peut financer la collecte et leur faire financer la collecte et ils la stockent directement chez eux. On suit les recommandations OMS. Je pourrais y revenir plus tard si jamais ça vient dans les questions avec les produits pharmaceutiques et compagnie. Et Caroline sera bien mieux armée pour y répondre que moi. Et notre action retour au sol, elle se concrétise par 2 choses que l'on a déjà pu réaliser. Une première, c'est une étude avec le laboratoire Astredor, c'est un laboratoire du végétal en Anjou, parce qu'il y a 10 ans de recherche du programme OCAPI en France, mais on s'est dit, nous, sur le territoire, si on veut être toujours plus crédibilisé dès le lancement, on va faire travailler un laboratoire de recherche avec des végétaux du territoire pour montrer s'il y a de l'impact et de l'intérêt pour les pépiniéristes de fertiliser à l'urine en Anjou leur culture. Et puis, avec la photo de droite, les 2 photos de droite que vous pouvez
voir, les deux plus à droite, on a accompagné Baptiste Calvet, un pépiniériste qui a une palette végétale de plus de 1000 végétaux à côté d'Angers. Il fertilise avec de la matière organique diluée dans de l'eau, en goutte à goutte. Et bien, depuis juin dernier, il fertilise tout exclusivement avec de l'urine humaine qu'on lui a apportée. Donc, à la fois, lui, il monte en compétences, nous aussi, et puis c'est un peu un test pour nous, même si pour lui, c'est plus un test, il valorise tout avec un retour au sol et de l'urine depuis juin dernier. Mais on va continuer les tests avec lui, et normalement, on va se faire financer pour faire ce qu'on appelle un autre dispositif que de l'urine brute stockée, c'est le Pitribon, un dispositif suisse. Si vous avez des questions, je pourrais répondre ensuite. Et si je focalise une de ces deux actions sur les slides suivantes, c'est le travail qu'on a fait avec l'organisme Astrédor de recherche. C'était sur 4 cultures emblématiques du territoire, l'hortensia, le géranium, le basilic et la batavia, donc à la fois du potager et de l'horticulture, essayer de comparer entre un engrais chimique, 2 engrais organiques et le lysin, donc de l'urine brute stockée, quels étaient les résultats en fonction de 4 critères. Les critères, c'est la biomasse fraîche, le développement de fleurs, de feuilles, le pourcentage de recouvrement, c'est-à-dire le développement de la plante. Vous allez mieux vouloir plus acheter un basilic ou un batavia une batavia surtout qui a plus de feuilles, et le taux de chlorophylle, ça c'est pour notamment le basilic. Vous allez acheter un basilic qui est, si vous voulez le consommer tout de suite, qui aura des feuilles très vertes, quoi. Et puis également les potentielles phytotoxicités. Et ça, on est en train de finaliser les résultats. On va les communiquer sur le site de l'ADEME parce qu'on a été financé par l'ADEME pour le réaliser. Mais globalement, on a déjà des premiers résultats et ils sont très bons. En fait, sans surprise, parce qu'il y avait les tests, les retours d'expérience, notamment du programme CAPI, mais l'urine humaine a réagi très bien par rapport au bleu. Je vous le dévoile parce que là, on est entre confrères, mais on a anonymisé pour tout le reste. Mais le bleu, c'est l'engrais chimique et le noir et le vert, c'est les matières organiques. Mais l'urine humaine, quels que soient les 4 types de cultures, se défend ou même est meilleure que les autres intrants. L'urine est un intrant naturel, mais se défend très très bien ou est meilleur sur les cultures que l'on a pu tester dans le cadre de cette étude. Et si l'on passe à la slide suivante, voilà, là c'est un petit pêle-mêle de qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle, venir visiter, les élus peuvent légiférer et créer un cadre encore plus favorable à l'expérimentation ou en tout cas à la fertilisation à l'urine sur tout type de culture. Et nous, en Anjou, on a une chance, c'est qu'en fait, en Anjou, on a pépinière, maraîchage, de la vigne, on a le 3e plus gros vignoble de France, de la quinoa. Si la quinoa vient des hauts plateaux andins, elle vient aussi des hauts plateaux de l'Anjou, qui sont au moins à 40 mètres au-dessus de la Loire. Et puis, on a aussi le chanvre, qui est une culture, ou le lin, qui sont des cultures, elles toutes, très favorables à la fertilisation avec de l'urine humaine. Donc voilà, on accompagne des collectivités aussi dans le changement de leurs toilettes dès lors qu'ils ont des toilettes défectueuses. On est en marché de gré à gré avec certaines pour faire du remplacement, notamment de mobilier dans les toilettes. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de la pépinière, si on passe à la slide suivante, si je me souviens bien. Voilà, on essaie de faire un petit peu de tapage sur le sujet depuis un an. Et on a été jusqu'à des articles dans la presse écrite, les Échos notamment, la radio, et puis de la télévision, où Silence ça pousse est venu faire un reportage notamment. Et puis à l'heure actuelle, j'ai pas de slide là-dessus, mais je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, sur le mois de novembre, parce que le 18 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Et le mois de novembre, c'est un mois un peu terne, où il fait pas forcément très beau, même si aujourd'hui, il y a du soleil. On a lancé depuis 10 jours une campagne d'affichage sur l'affichage libre de la ville d'Angers, d'affiches au format A0, donc un gros format, sur 4 affiches, une affiche par semaine, 4 semaines donc, 2 sur la sensibilisation des citoyens sur l'usage de l'eau dans nos toilettes, et 2 autres sur la sensibilisation pareil des citoyens sur un retour au sol des matières organiques et l'incitation à ce qu'ils nous contactent pour nous donner leur urine humaine. Ça prend différentes formes. On met en place des AMAP pipi, donc les gens vont chercher leurs légumes, et bien demain ils amèneront, au moment où ils viennent avec des cabas vides, ils viendront avec des bidons pleins de leur
d'urine pour le maraîcher. Et puis, on met en place des points d'apport volontaire d'urine, le PAVU, au pied des résidences. Et là, on s'appuie sur notre expertise du compostage de proximité, où on fait du compostage par pour et avec les habitants au pied d'un immeuble. Et bien demain, ils auront également une cuve d'1 mètre cube où ils pourraient amener leurs urines et nous, on viendrait les collecter pour ensuite les valoriser en proximité chez des professionnels du monde agricole. Et puis voilà, je suis à votre disposition pour répondre à votre question. J'ai conscience que j'ai pas pu tout vous dire et tout vous montrer et j'aurais apprécié finir en vous montrant les toilettes que l'on a installées chez nous. Mais si jamais vous voulez venir les visiter à Angers, c'est avec plaisir pour vous y recevoir. Et puis, petite chose cocasse, quand on a commencé à communiquer dessus, un référent d'un site de compostage nous a envoyé la photo que vous voyez à droite sur lui, son propre point d'apport volontaire d'urine dans son jardin. Donc, il a détourné l'usage d'un vieil arrosoir où il fait pipi dedans directement. Ça va tomber dans un petit bidon de 20 ou 30 litres, je pense. Et puis ensuite, il valorise cette urine directement parce que, oui, il ne prend pas de médicaments. Et donc, il valorise directement son urine sans phase de stockage sur ses cultures vivrières. Voilà. Et je ne vous ai pas trop dit, mais dans nos urines, pour rebondir sur le visuel qu'il y a au centre, dans notre urine, il y a donc de l'azote, du phosphore et du potassium. Et tout ce dont ont besoin les végétaux pour leur développement. Merci à vous. Bah, merci Nicolas, j'ai essayé de prendre des notes, mais après j'ai arrêté parce qu'il y avait tellement d'infos. Bah, merci beaucoup pour tout ça. On va passer aux questions-réponses. Donc, si vous voulez vous lancer, je pense que pas besoin de lever la main, vous allez y arriver. Est-ce que quelqu'un a une première question pour lancer cette phase? Allez, je veux bien. Et Bonjour du à coup, tous. présentez-vous effectivement en prenant la parole, comme ça on saura. Je suis Morgane. Attendez, j'arrive avec la vidéo. Je suis Morgane en région PACA. Merci pour ce petit webinaire de présentation. Un peu déçue qu'il n'y ait pas plus de monde. Des fois, je parle de vous et beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, je me dis, je venais aussi pour avoir un peu plus d'infos à partager aux gens qui me posent des questions sur l'urine et l'assainissement écologique. Le stockage de l'urine, Nicolas, tu disais en tout dernier là que c'est essentiellement pour éliminer des polluants ou des résidus médicamenteux. Est-ce qu'il y a d'autres effets recherchés? Nous, en fait, on passe par une phase de stockage déjà pour collecter le maximum d'urine et puis repousser le plus tard possible l'acte de collecte pour l'envoyer en agriculture. Et en fait, cette phase de stockage, je vais être très synthétique, Caroline, et tu pourras certainement ajouter des éléments. Mais cette phase de stockage, elle permet une montée du pH. Elle permet également une montée un peu d'une température, alors qu'on est sur des cuves totalement hermétiques, l'atteinte d'une espèce d'hygiénisation de la matière, ce qui fait qu'elle ne se déconcentre pas en totalité, mais en très grande partie des potentiels polluants qu'il pourrait y avoir, donc notamment les médicaments. Sur aussi tout ce qui est donc on est sur cette phase de stockage, elle va déconcentrer énormément les concentrations qu'il peut y avoir. Et puis, en fonction des usages que l'on veut amener en agriculture, eh bien, on respecte les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour éviter les potentielles transmissions entre l'urine produite et sa valorisation en tant qu'intrant sur des graines qui pourront ensuite se traduire sur les légumes que l'on pourrait consommer. Et Caroline dira, je pense, les recommandations. Mais il y a eu un test qui a été fait et qui est assez intéressant, c'est que en Allemagne, ils ont pu tester la fertilisation du chou avec de l'urine, et sur lequel c'était de l'urine volontairement polluée avec beaucoup de médicaments. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait consommer plusieurs dizaines de kilos de choux par jour pour avoir l'équivalent d'un paracétamol. Ça dit bien que tout ne disparaît pas, mais que cette phase de stockage, qui est hyper importante, réduit énormément les concentrations. Mais nous, quand on est en opposition à la fois des consommateurs ou des élus, notamment, qui nous posent cette question-là, ou même des EHPAD où on pourrait aller collecter les urines, eh ben, on leur met en opposition aussi. Est-ce que même l'AB, l'agriculture biologique, n'est pas si regardant de ça sur les fientes de poules qui
peuvent utiliser sur leur culture, ou encore plus dans le conventionnel, les lisiers de porc ou animaux qui concentrent des fois des très grandes concentrations de polluants. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire, mais cette phase de stockage est hyper importante pour déconcentrer les potentiels polluants et en plus pour avoir une urine brute stockée de meilleure qualité. Caroline, peut-être que tu vas ajouter des choses? Bah, c'est super. Après, peut-être pour compléter, du coup, c'est une façon de faire de stocker l'urine. Donc, comme a dit Nicolas, ça permet de l'hygiéniser et aussi d'éliminer les potentiels pathogènes fécaux s'il y a eu un contact avec les matières, les excréments, quoi. Mais par contre, il y a aussi d'autres façons de faire. Enfin, il y a la possibilité de concentrer l'urine pour en faire un engrais qui sera plus facilement transportable parce que du coup, on éliminera, il y a quand même beaucoup d'eau dans les urines. Et du coup, pour des questions de logistique, il y a certains acteurs qui imaginent du coup la valorisation à grande échelle via des usines ouais, de concentration et de stabilisation des urines. Mais le stockage, c'est un peu la solution low-tech la plus facile quand le débouché est à proximité de la collecte, quoi. Et oui, comme disait Nicolas, il faut aussi remettre tout ça en contexte avec le fait de qu'est-ce qu'on met déjà dans les champs, le fait que l'agriculture biologique et conventionnelle utilise déjà les lisiers et fumiers d'animaux qui sont aussi traités quand même par beaucoup de médicaments. Où là, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de regard sur ce qu'on met dans les champs. Le fait aussi que les champs, ils sont parfois irrigués avec les cours d'eau qui reçoivent eux-mêmes les rejets de stations d'épuration. Et en fait, les stations d'épuration, elles éliminent pas du tout les molécules médicamenteuses et l'eau a aucun pouvoir épuratoire, au contraire du sol qui peut quand même détruire les molécules. Donc en fait, on amène déjà des molécules pharmaceutiques dans les champs avec cette irrigation par les cours d'eau. Et aussi des fois par l'épandage des bouts de stations d'épuration, c'est aussi une pratique qui existe encore et dans lesquelles ben là c'est encore pire. Enfin, il y a vraiment une concentration d'éléments traces métalliques. Il y a beaucoup de choses pas super pour les sols. Donc voilà, il faut un peu remettre tout ça en contexte et se dire que finalement, enfin, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de débat et qu'il faut pas faire d'études, mais que globalement, les pratiques actuelles sont pas propre déjà et que finalement c'est un traitement qui a plutôt tendance à mieux traiter parce qu'encore une fois le sol a un pouvoir épuratoire que l'eau n'a pas. Voilà, c'était pour compléter, mais globalement, Nicolas, t'avais tout dit quoi. Du coup, j'ai une question qui complète encore, qui finalise. Oui. Est-ce que vous allez vers essayer d'avoir une norme, comme toutes les matières organiques Hmm. qu'on utilise doivent être normées avec des seuils pas trop laxistes? Est-ce que vous travaillez aussi Bah, c'est une là-dessus question qu'on s'est posée au sein du RAE. En fait, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs possibilités pour valoriser les urines. Donc, il y a à la fois les plans d'épandage, où là, tu peux utiliser l'urine comme un entrant tant que tu es sous une certaine quantité d'azote, ben, ça passe dans un plan d'épandage. Il y a du coup une entreprise, Vuna, qui a une autorisation de mise sur le marché et qui a développé un procédé pour du coup concentrer les urines. Donc ça, c'est l'Orin. Et ça, c'est un procédé qui permet de vendre l'engrais parce qu'il répond à des caractéristiques, enfin, il rentre dans la catégorie engrais, quoi. Et du coup, si on voulait juste, enfin, si on voulait, entre guillemets, juste passer par une norme, pour avoir aussi ce débouché, on a été en contact, en fait, avec l'AFNOR. On leur a fait la proposition, on leur a présenter un peu les intérêts agronomiques, etc. Mais en fait, c'est quand même un processus super long. Et là, nous, au sein du RAE, on n'avait pas les moyens pour le porter parce que c'est des coûts d'adhésion à l'AFNOR qui sont super élevés et un temps de travail pour monter des dossiers techniques hyper conséquents. Et comme je disais, on est 2 salariés et on est bien occupés. Mais à terme, ce serait souhaitable. Enfin, les membres du RAE avaient plutôt acté sur le fait que ce serait une bonne option parce que ça permettrait d'avoir un débouché un peu élargi, quoi. Donc, ça irait plutôt en faveur du déploiement des filières. Mais une fois qu'on a présenté un peu tous les intérêts à la FNOR, nous, on n'est plus en mesure de pouvoir le porter. Donc, c'est un peu entre leurs mains, quoi, s'ils veulent porter le sujet. Et eux, ils nous ont proposé la création d'un groupe de travail, mais c'était à nous de l'animer et tout, et on n'était pas en mesure de le faire. Et si je peux ajouter des choses là-dessus, ça c'est mon passé de lobbyiste pour les énergies renouvelables, donc globalement l'appétence à l'égard
des textes réglementaires. Nous, quand un professionnel veut utiliser de l'urine, un maraîcher par exemple, veut utiliser de l'urine pour sa production, déjà on a pu lire le document, les référentiels de la bio ou autre, et dedans il est marqué noir sur blanc, qu'est-ce qui est autorisé, lisier animaux, virgule, etc. Et en fait, là c'est à la fois le retour de cette lecture juridique et le retour également d'élus, députés et sénateurs, qui nous ont dit de toute façon, on ne va pas réouvrir tout de suite ce débat, ce sujet, parce que finalement, ces référentiels sont quelque part assez récents, même s'ils ont déjà plusieurs dizaines d'années de rédaction. Et en plus, on a d'autres priorités. Mais ce qu'ils nous ont dit aussi, et ça, c'est pas de la filouterie, mais quand on se dit que l'être humain est un animal, eh ben, en fait, si on a un professionnel agricole qui est convaincu, qui veut tester, qui va voir son organisme de l'AB notamment pour lui dire, bah, je veux fertiliser avec de l'urine, et l'urine, de toute façon, c'est issu d'un être humain, d'un animal, et de toute façon, je vais d'abord faire des planches de test avant de tout fertiliser avec de l'urine. Laissez-moi tester. Dès lors qu'il a ce côté, j'entreprends et je veux faire, eh bien, en tout cas, on a deux retours d'expérience où ils nous disent, bah, allez-y, faites des tests. Et l'organisme certificateur est pas si bloquant que ça. Et puis, par contre, si on a un professionnel qui dit, bon, j'envisage de peut-être un jour tester, faire un test, l'organisme va se dire, bah, attendez, vous n'êtes pas forcément très, très sûr de ce que vous voulez faire, on vous le y autorise pas. Donc, voilà, faut être déjà convaincu. Et nous, Baptiste Calvet de la Joyeuse Pépinière, lui, il est outrageusement convaincu. Et pour lui, c'est même plus une phase de test que l'on fait depuis juin. Pour lui, maintenant, c'est signé. Il fertilise ses cultures végétales avec de l'urine pour des décennies, quoi, je pense. Donc, il y a ça. Et puis, bah, ne pas minorer non plus les travaux qui sont faits dans cet aspect-là sur la commission plaidoyer du RAE, qui justement travaille aussi à lire un peu entre les lignes et également à apporter également des réflexions complémentaires. Et donc, il y a eu des rapprochements avec la FNAB, tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, mais avec la FNAB pour justement ne pas empêcher des professionnels qui veulent fertiliser avec de l'urine d'entreprendre, de faire des tests et au fur et à mesure, compiler des retours d'expérience qui font que à la fois les référentiels réglementaires et les aspects décisionnels et peut-être ensuite l'AFNOR s'empareront du sujet pour mieux légiférer là-dessus. Eh oui. Voilà. Oui, et c'est vrai Merci que... à vous. Il nous reste 3 minutes. Désolée, je vois le temps. Il reste 3 minutes et il y a une question. Mais peut-être rappeler aussi dans les actus du côté RAE qu'il y aura d'autres webinaires bientôt avec d'autres RCC régionaux et vous pourrez effectivement les rejoindre. Peut-être tu préciseras après Caroline, mais je pose la question de Ninon. Nous effectuons la collecte de biodéchets auprès des professionnels avec un compostage en lien avec des maraîchers agriculteurs. La question de la collecte des urines nous intéresse de plus en plus, notamment en raison des restrictions d'eau récurrentes ces derniers étés. Pour les pros, y a-t-il une réglementation spécifique concernant la logistique à vélo pour ce type de collecte? Exigences spécifiques sur les contenants ou sur la fréquence de collecte? Avant que Caroline réponde, moi je vais juste dire que si c'est de l'urine brute stockée, ça va peser lourd, notamment sur les remorques ou autres. On y a réfléchi nous avec un prestataire logistique à vélo sur Angers, et ça serait clairement ne pas lui rendre service que faire de la logistique à vélo de l'urine, parce que 1 mètre cube, comme vous avez pu voir sur les photos d'urine brute stockée, c'est jamais qu'une tonne, quoi. Et oui, pour compléter, je pense que tu pourrais te rapprocher de la Mamo qui a quand même fait ce système de collecte à vélo sur la métropole de Bordeaux pendant 2 ou 3 ans. Donc, qui avait proposé à des particuliers d'installer des toilettes à séparation chez eux. Et du coup, ils venaient récolter d'un côté les matières fécales et d'un côté les bidons d'urine. Et ils faisaient toute la collecte à vélo pour la valorisation. Donc, je pense que, enfin, de mémoire, il y avait eu des réflexions plutôt sur la praticité des contenants et tout pour faciliter comment faire les transferts sans que ce soit trop gênant. Mais il me semble pas qu'il y avait de sujet sur le fait, enfin, sur le produit transporté. Et je sais que par exemple pour les loueurs
de toilettes sèches en événementiel quand c'est des grandes quantités, ils font des déclarations, mais parce que, enfin, c'est pas du tout les mêmes quantités. Donc, je pense que si tu peux contacter directement les membres de la MAMO, ils auront les réponses à tes Oui. questions. Oui, ils ont dû y réfléchir. S'il y a quelque chose comme la déclaration en préfecture à faire pour véhiculer des biodéchets, Mm. peut-être qu'il y a une même démarche à faire sur les excrétas ou autre, mais j'en suis pas persuadé. Ou alors ça Bah, sera peut-être le même document qu'ils demanderont. Oui, c'est ça, ça doit être transport de déchets. Enfin, je sais que pour les festivaliers, enfin les loueurs qui sortent de festival, ils doivent faire leur déclaration de transport. Mais à mon avis, à l'échelle d'un vélo cargo, il n'y a vraiment pas besoin, mais à vérifier. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Nous, dans le cadre de nos réflexions, enfin, j'ai dit que un mètre cube, enfin, une tonne, c'est lourd, quoi. Mais globalement, c'est intéressant. Et nous, à Angers, on réfléchit à ça aussi, finalement. Quand on va demander, mais on va plutôt demander à ce que cette logistique soit assurée par le citoyen. C'est-à-dire qu'ils viennent dans des points d'apport volontaire qu'on va essayer de mettre en place dans différents points et lieux et localisations sur le territoire de la ville, pour que ce soit eux-mêmes qui fassent leur logistique. Et là, pour le coup, on va les accompagner sur le type de contenant qu'ils peuvent utiliser. S'ils ont un vélo cargo, ils peuvent mettre forcément de plus grandes quantités et donc espacer le moment où ils vont apporter au point d'apport volontaire. Mais s'ils ont un simple vélo avec des sacoches, bah oui, c'est plutôt des bidons de 5 litres qui viennent apporter un peu plus régulièrement. Mais tout ça, enfin, la MAMO fera un bon retour, je pense, sur le sujet. Et puis, c'est comment on peut transposer ce qui a été fait aussi par le programme Okapi dans le cadre du projet En Ville, qui est sur l'apport d'urine des citoyens qui vont à leur AMAP. Et du coup, c'est plutôt du low-tech, donc c'est des bidons détournés qui permettent d'amener cette urine-là. Et il y aura une double réponse, je pense, entre ce qu'a pu faire le retour d'expérience de la MAMO, même s'ils n'ont pas trouvé de modèle économique là-dessus, et le projet en ville. Mais tout ça, c'est pour surtout l'intérêt de créer des filières citoyennes. Et donc, ça va en complément avec ce que des acteurs du RCC peuvent faire sur le compostage. merci à vous pour tous ces échanges. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer ce webinaire? Il y a Caroline qui, dans le chat, a remis un lien vers les prochains rendez-vous RCC RAE. Je Il y viens a le lien aussi de question. la MAMO. Oui. J'ai une commune qui envisage la rénovation d'une école, par exemple. Est-ce qu'on trouve sur votre site de la documentation technique et un peu qui récapitule un peu combien ça coûte de mettre en place, par exemple, les toilettes que vous avez mis en place, label verte dans votre lieu de travail? Combien ça coûte de changer les toilettes et d'avoir quelque chose qui récupère les urines, par exemple? Alors, sur notre site, on n'a pas d'informations spécifiquement sur les coûts, notamment, mais, parce qu'il y a on est sur la maîtrise d'ouvrage, donc il y a à la fois l'accompagnement de la collectivité, à l'acculturation d'abord des services, avant même de mettre les mains dans la plomberie. On fait Oui. appel à un plombier pour bénéficier de sa garantie décennale aussi. Ça, c'est hyper important pour nous, et j'imagine pour tous les acteurs du RAE. Mais je pourrais te donner quelques éléments de coût, même si bah, c'est pas les mêmes, enfin, le prix du matériel n'est pas le même et autres. Ouais, peut-être même outre le coût, enfin Et, et, et le ça, je pense que protocole, que le, je repose la question d'abord, qu'est-ce que ça engendre comme changement de comportement, puis un coût approximatif, et puis et une ça, le petite RAE date. va pas, enfin, Caroline va pouvoir, je vais pas faire d'économie, enfin, je pense qu'il faut qu'elle clôture cette question en prenant la parole. Et puis, il y a aussi, donc, le programme Okapi a fait enfin, c'est dans le cadre, je crois, du programme Okapi, il y a un site internet qui s'appelle Toilette Fertile, qui est une carte de France où il y a un retour d'expérience avec des fiches pratiques de toilettes à séparation, en tout cas de projets de séparation qui ont été mis en place dans différents bâtiments et notamment des écoles. Donc, en fait, c'est ça aussi. Quand je parle des urinoirs secs, tout le monde tombe un peu des nues en se disant bah, c'est nouveau, on ne connaît pas. En fait, ça fait des décennies que ça existe et les gens qui vont en installer avec nous, ils vont pas essuyer les plâtres quoi, de la technique de ce matériel. Ça existe depuis longtemps, des aires d'autoroute sont dotées, des salles de sport, machin. Sauf que cette nouveauté, ça commence à être un peu embêtant pour nous. Parce qu'en fait, ils ne vont pas innover en mettant un urinoir sec ou des toilettes à séparation type Ecodomeo ou Lofun, ça c'est des marques, dans leur bâtiment. Quoi. Mais ils ont tous l'impression d'innover et d'être les premiers à le faire. Quoi. Mais Caroline, je te laisse.
clôture. Non, bah, exactement. Moi, j'allais aussi te renvoyer vers le site Toilette Fertile où il y a du coup ces fiches retour d'expérience projet par projet, dont des écoles, des cinémas, où tu auras déjà une idée. Je crois qu'il y a les notions de coût aussi sur ces fiches retour d'expérience. Mais comme disait Nicolas, en fait, il faut faire. Enfin, nous, ce qu'on peut faire au sein du RAE, c'est te mettre en contact avec des bureaux d'études qui seront à même d'accompagner les collectivités. Mais il y aura forcément un coût de sensibilisation, d'acclimatation, de réunions passées à un sujet. Et du coup, c'est difficile de chiffrer. Il y a aussi les coûts de maîtrise d'usage. Une fois qu'on a ces systèmes qui sont installés, il faut repenser un peu la façon de les nettoyer, de l'entretien, etc. Donc, c'est difficile d'avoir comme ça des coûts clés en main. Mais oui, tu auras les retours d'expérience de toilettes fertiles. Et après, pour des ressources plus techniques sur de l'installation de toilettes sèches et tout, sur le site du RAE, on a aussi une bonne ressourcerie quoi, de documents en fonction de ce que tu cherches. Et si tu as des questions précises, tu peux aussi directement nous contacter, soit moi, soit mon collègue du coup qui est en charge de l'accompagnement technique. Et on pourra te faire des réponses plus précises, mais voilà, avec un contexte et une demande un peu plus ciblée. Voilà. Ça marche. Merci. D'autant plus que là où tu es, dans le sud-est, bah, à la fois le RAE, je crois que les locaux ils sont vers le sud-est, et puis il y a un acteur qui a fait pas mal qui a pris pas mal la lumière en termes de presse il y a pas longtemps, c'est Eotil. Ils sont à Marseille, je crois. Et puis il y a un fabricant de toilettes à séparation, Ecodomeo, que je sais plus de citer, qui est basé à Marseille également, quoi. Mhm. Et dans la Drôme, tu as tout un écosystème d'acteurs qui est déjà présent et très actif sur le sujet, parce que la Drôme a d'autres problématiques, a des problématiques avec l'eau aussi. Donc, t'es pas dans un territoire où il n'y a pas grand monde qui. Enfin, ma compréhension des acteurs du RAE, où il y a tellement une région ou une double région, si on intègre l'Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a du monde, quoi. Donc, c'est bien. Il y a des solutions, quoi. Ouais, Ouais. exactement. Il y a une bonne Et, dynamique, et complètement. nous, ce qu'on a mis en place, enfin, on travaille avec. Les premières étapes qui sont importantes, c'est de l'acculturation, que ce soit des élus et ou services. Et notamment sur Moche Communauté, on va démarrer début décembre une acculturation de 6 services différents à Moche Communauté, donc qui sont le service déchets, que le RCC connaît parce qu'ils sont membres du RCC, le service SPANC, donc ce que disait Caroline, c'est le service qui accompagne les assaisissements non collectifs des habitants qui ont ça chez eux et qui sont pas raccordés à l'assainissement collectif. Et il y a le service agriculture, le service bâtiment, et puis les deux autres, forcément, je les ai oubliés, agriculture peut-être, et puis un dernier sur les filières citoyennes. Tout Désolée, cela, Nicolas, je vais te couper parce qu'en plus, je dois laisser la salle à midi, normalement. on fait une Donc, conférence là-dessus avec là, il eux va et me puis faire pour les comprendre. agricultures. Voilà. Mais vous pouvez en rediscuter maintenant que vous avez les noms et les contacts de tout le monde. Et on va faire de toute façon un compte rendu. Ouais, Et il y aura le replay de ce webinaire dispo. excellent. Donc, merci tout le monde. C'était vraiment très riche. Je pense qu'on pourrait en parler encore des heures, mais c'est une mise en bouche. Et donc, il y aura d'autres rendez-vous là que Caroline a mis dans le chat. Donc, n'hésitez pas à participer et voilà, à nous contacter ou contacter directement le RAE ou Nicolas pour toutes les autres questions. Merci à vous. Merci. Merci au Merci. RCC Grand Ouest.